Alors bonjour, Stéphane Gardelin. Donc, je viens de lancer un nouveau sport en France qui s'appelle le Ado. Donc j'ai fait ça récemment. J'ai voulu faire un petit changement de carrière. J'ai voulu faire un jeu un peu, une nouvelle activité un peu fun pour changer du conseil traditionnel. Et comme le e-sport ça marche bien, et puis comme Ado c'est un jeu qui est génial que j'ai découvert auprès d'amis japonais, et ben je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà, tout simplement. Donc j'ai créé Ado Sport il y a un an maintenant. Donc on a bien, investi dans une première licence de Hado, qui est un jeu japonais. Donc, c'est un jeu où on lève le poing et on lance des boules de feu, tout simplement. On baisse le poing et on met des boucliers. Et il y a déjà eu 4 Coupes du Monde au Japon. Donc, la particularité, c'est qu'au Japon, c'est très développé. Il y a déjà un bon réseau de salles, à peu près 80 salles qui sont développées. Et il y a déjà eu 4 Coupes du Monde qui ont été organisées. En France, eh bien, ça démarre complètement. Donc, on a déjà travaillé sur un premier championnat de France en 2019. J'ai organisé le premier tournoi de Paris ici en 2019. En 2020, c'est un peu plus compliqué. Mais 2021, ça va repartir sur le chapeau de roue. Et notre objectif, c'est d'avoir des compétitions tous les mois et des possibilités pour tous les joueurs de s'exprimer en compétition. Voilà. Donc notre objectif, le de notre structure, c'est d'abord de développer un réseau de pratique, puisque aujourd'hui, pour jouer à Ado, c'est compliqué en France. Vous n'avez que 8 personnes qui travaillent dans ce domaine aujourd'hui, qui ont une licence et qui peuvent vous faire jouer en France. Et seulement 4 salles d'ouvertes. Donc, moi, j'ai ouvert la salle à Paris. Vous pouvez aussi jouer à Lyon, vous pouvez jouer à Pornic, vous pouvez jouer à Wittenheim et vous pouvez jouer à Reims. Voilà, donc c'est à peu près tout aujourd'hui. Donc vous êtes rapidement bloqué pour jouer régulièrement si vous n'habitez pas dans une de ces villes. Donc, notre objectif chez Ado Sport, c'est de développer un réseau de lieux de pratique dans toute la France. Et donc, pour cela, donc on a pour ambition d'acheter beaucoup de licences et de les déployer dans des clubs et dans des salles privées. Voilà, un mix qui permette à tout le monde de jouer pour tous les budgets. On veut faire découvrir finalement Ado au plus grand nombre, aux particuliers, aux entreprises. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une clientèle, je dirais, de démarrage, qui a plutôt les moyens, plutôt des entreprises qui organisent des team building, par exemple, ou des particuliers qui veulent organiser des anniversaires sympas. Mais notre objectif, c'est de faire ça plutôt en club et que vraiment beaucoup de monde puisse jouer. Donc on commence aussi à jouer dans les écoles, dans les gymnases. Alors, on travaille avec les collectivités et ça se passe très très bien. Benjamin Roland, j'ai 39 ans. Et donc, j'ai cofondé Bigger Inside en 2018 avec mon frère et un très bon ami. Après avoir travaillé pendant environ 15 ans, on va dire un peu moins de 15 ans, dans le développement R&D en tant qu'ingénieur à la base, puis responsable produit sur vraiment des applications très, on va dire, très spécifiques d'équipement. Et on a commencé à travailler justement sur le projet de création de Bigger Inside avec Mathias et Damien au détour de conversation, puisque passionnés de jeux vidéo et de technologie que nous sommes tous les trois, on rêvait souvent à des projets à faire ensemble. Et en 2014, quand l'Oculus DK2, l'Oculus Rift DK2 a réussi sa campagne de crowdfunding, on s'est dit tiens c'est bien, il va y avoir des casques qui vont enfin pouvoir rendre justice à la réalité virtuelle. On a commencé à rêver un petit peu sur ce que nous on aimerait vivre comme expérience en réalité virtuelle, sachant qu'à l'époque quand même il y avait beaucoup de limitations. L'expérience était assise, tu n'avais pas encore le room scale, donc tu ne pouvais pas te déplacer dans une pièce. Beaucoup de jeux donnaient la nausée puisqu'il y avait beaucoup de déplacements de caméra dans le jeu et peu, on va dire, et pas de déplacement réel. Et donc c'est de là qu'est partie cette idée qui était le fondement de Bigger Inside, de se dire on va essayer de trouver une solution pour que les gens puissent se déplacer réellement en réalité virtuelle et donc interagir dans le jeu avec leur corps. C'est vraiment en gros qui nous sommes, qui je suis, qui nous sommes, des ingés, geeks et passionnés de haute technologie qui se sont dit bah, on va essayer de fusionner tout ça et par passion faire quelque chose qui nous plaît, quoi. Donc, je suis créateur de la société Membus que j'ai créée en 2011 et l'objectif de la société, c'était d'adresser les métiers manuels, tout ce qui est opérateur et ouvrier, d'attirer vers ces métiers, de détecter des talents et de les former en utilisant les technologies immersives, donc la réalité virtuelle, couplée à de l'intelligence artificielle pour accompagner les élèves dans leur formation. Alors, l'idée ne vient pas de moi. En 2001, donc c'est vraiment il y a 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était proche de la retraite et qui était un expert du soudage. Et ce monsieur, en voyant ses petits-enfants jouer à la Nintendo, m'a dit j'aimerais que leur agilité sur ces plateformes
puisse être adapté à des métiers comme le soudeur. Et j'avoue qu'au début, je ne l'ai pas vraiment cru. Et puis, 3 ans après, une fois qu'on a eu trouvé le moyen de développer le projet et, qu'on ait pu développer une solution de formation en virtuel pour les soudeurs, on s'est rendu compte de l'impact que ça avait, non seulement de l'importance que ça pouvait avoir lors des formations pour économiser la matière d'œuvre, pour apprendre mieux, pour aider la communication entre les élèves et le formateur, mais également sur l'image des métiers. Parce que c'est souvent des métiers qui sont très dévalorisés, c'est souvent des métiers de second choix, et on retrouve dans ces gens, en fait, la plupart du temps, des gens qui ont été en échec scolaire. Et moi, la création de Membus en 2011, elle est vraiment dans l'objectif de dire arrêtons cela, détectons ces talents assez tôt, avant une rupture, un échec scolaire, et mettons en avant leurs capacités. Et à travers ce talent, apprenons-leur toute la base, les mathématiques, la physique, le français, tout ça viendra naturellement une fois que vous serez passionné par ce que vous faites. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de Membus, c'est très tôt d'utiliser la réalité virtuelle pour attirer les jeunes, et pas que les jeunes, hein, les gens qui sont hors de notre société, en quelque sorte, qui sont en échec, vers une passion qui deviendra leur métier et qui sera facile à apprendre parce qu'on utilisera une forme d'approche de jeu vidéo. La virtualité, la définition littérale, c'est vraiment, la réalité et le virtuel sont deux choses qui sont un petit peu opposées de base. Hein, c'est pas des choses qui vont ensemble. Ce qui est virtuel, c'est ce qui est susceptible d'exister. Maintenant, la réalité virtuelle, c'est le fait de rendre quelque chose de susceptible d'exister, quasi proche de la réalité, tellement réaliste grâce aux moyens techniques qu'on va mettre en œuvre pour les rendre le plus réel possible. Et alors, c'est quelque chose qui n'est pas tout nouveau. Hein. Je veux dire, vous aviez déjà des technologies immersives qui existaient il y a 30, 40 ans. Vous voyez, vous regardiez un Star Wars, vous étiez dans l'action, vous étiez immergé dans le film. Mais aujourd'hui, c'est encore plus fort avec ces dispositifs qui vraiment vous immergent totalement dans un monde soit virtuel, soit augmenté. Et vous êtes vraiment dans le jeu. Voilà, c'est la grosse différence, c'est que vous êtes au milieu du jeu vidéo. Alors, il peut y avoir plein de définitions et tout le monde ne s'accorde pas toujours sur les termes. En tout cas, on va dire qu'il y a la réalité virtuelle, c'est un grand, on va dire, grand ensemble qui va définir une expérience immersive dans laquelle, la plupart du temps, donc les joueurs, pour rentrer dans cette expérience-là, vont utiliser un casque qui va les isoler de l'expérience extérieure. Ce qui est différent, par exemple, de la réalité augmentée, où là, on va venir voir le monde réel et superposer des informations virtuelles dessus. Nous, on va dire que notre expérience, en tout cas, c'est de la virtualité augmentée, c'est-à-dire qu'on vient ajouter au monde virtuel, totalement virtuel, des éléments du réel. Alors, nous, ce sont les murs réels et les joueurs adverses qui se trouvent être dans le même espace. Donc, on les met dans le monde virtuel. Donc la virtualité, ça va être un mot qui va définir, en tout cas, qui pour moi est valable pour les jeux vidéo classiques comme les jeux vidéo en réalité virtuelle. En tout cas, dès qu'il y a un monde créé de toutes pièces et qui n'est pas tangible, on peut parler de virtualité. Dans notre cas, on est vraiment à la croisée des deux mondes, entre le monde virtuel purement fantasmé, imaginaire, et le monde réel, puisque dans le jeu, quand vous touchez un mur, vous le sentez vraiment, il y en a vraiment un derrière sa représentation en science-fiction. Alors, pour moi, la virtualité, c'est reproduire un monde réel dans un environnement digital, virtuel donc. Mettre une personne dans un monde virtuel afin de lui faire vivre une expérience qu'elle ne pourrait pas vivre souvent parce que ça peut être compliqué de créer l'environnement réel, ça peut être dangereux de la mettre dans cet environnement-là. Donc, pour nous, c'est vraiment reproduire une expérience réelle dans un environnement qui n'existe pas, donc qui est virtuel. Alors, c'est une excellente question.
Déjà, aujourd'hui, ce n'est pas extrêmement développé. Le e-sport dans le domaine réalité virtuelle et augmentée est peu développé, en tout cas en France. Déjà parce que c'est relativement nouveau. Ce sont des technologies qui sont récentes. Et les jeux de vidéo qui fonctionnent dans le domaine sportif, je parle du sport électronique aujourd'hui, sont des jeux un peu plus anciens, sur plateforme PC, sur plateforme console, voilà, sur des éléments qui sont plus anciens. Également, on travaille sur des dispositifs qui sont assez chers, donc il faut un petit peu de temps pour que le marché se développe et que pour les finalement, une base de clients se développe, de clients à la fois pour jouer ou pour regarder du sport en ligne. Mais ça se développe de plus en plus, alors principalement dans le domaine de la réalité virtuelle, puisqu'il maintenant ça se démocratise beaucoup. On a facilement, beaucoup plus facilement et à tarif réduit des dispositifs de réalité virtuelle à la maison. Réalité augmentée, c'est un petit peu différent parce qu'on a une approche vraiment différente du business par rapport à la réalité virtuelle. On va en parler après. Mais on doit vraiment travailler sur la pratique d'abord, faire pratiquer le maximum de gens à un jeu pour développer l'audience et donc développer l'intérêt pour une compétition. Voilà. On doit également travailler beaucoup sur les moyens techniques pour faire ressentir finalement au public l'équivalent de ce qu'un joueur ressent sur le terrain. Donc, dans le domaine de la réalité virtuelle, il y a plus de travail qui a été fait. Et dans la réalité augmentée, aujourd'hui, on met juste des écrans à côté du terrain, comme on a derrière moi ici, ce qui permet aux spectateurs qui regardent des joueurs qui jouent en physique de voir également les boules de feu et d'assimiler les deux images ensemble. Donc, c'est une expérience complète qui est très sympa, mais qui pourrait être rendue encore plus sympa pour que finalement l'e-sport en réalité augmentée perce. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille principalement sur la pratique en club pour avoir une base de joueurs plus élargie. Et on travaille avec les éditeurs aussi pour avoir des moyens techniques supplémentaires pour que les spectateurs profitent mieux du spectacle. Pour revenir à la pratique sportive initiale de la réalité augmentée, alors moi je travaille évidemment sur Ado. Ado, c'est un jeu qui est fait pour le sport. Donc pour le sport électronique et physique, on est vraiment sur des disciplines très très particulières. On n'est pas du tout dans la réalité virtuelle pure ou avec un faible niveau physique. On est vraiment sur un véritable engagement physique. Quand vous jouez à Ado, vous êtes fatigué en fin de partie, vous avez sué sang et eau, vous devez prendre une douche. Si vous avez joué à fond, c'est comme le ping-pong. Si vous jouez à 2 à l'heure, bon, vous n'avez pas besoin. Mais si vous jouez vraiment en compétition, comme ils jouent au Japon, eh ben, vous avez vraiment fait en 80 secondes d'une partie, vous avez fait l'équivalent d'une séance de squash, quoi. Donc c'est très 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 intense et c'est très compatible finalement avec un spectacle sportif qu'on peut, que ce soit du sport électronique ou du sport physique d'ailleurs, c'est tout à fait compatible avec les publics qui regardent ces sports-là. Je pense que c'est compatible. Ça a d'ailleurs déjà commencé puisqu'il y a déjà des ligues d'e-sport dédiées vraiment à réalité virtuelle qui sont créées. La VR Master League qui a commencé sur Onward, qui est vraiment un des premiers jeux Onward à avoir suscité cet engouement compétitif. Hein, qui est un petit peu c'est de la simulation militaire, on va dire. Donc comme le CSGO a eu énormément de succès, on va dire en version e-sport classique, Onward a été un peu le porte-étendard sur le côté compétitif. Et maintenant la VR League qui a été créée par Oculus et ESL. Donc on a là plutôt 2 poids lourds, là où la VR Master League c'était plus des initiatives vraiment qui venaient du bas, on va dire, donc des joueurs sans connotation négative. Hein, quand je dis que ça venait vers le bas, c'est vraiment les passionnés qui ont créé cette ligue. Là où sur la VR League, c'est vraiment une volonté soit d'éditeur ou alors ESL comme on connaît, plus grosse ligue mondiale d'e-sport, qui derrière quand même apporte son savoir-faire dans le milieu. Ça reste très confidentiel pour l'instant. Je regardais la VR League, par exemple, il y a eu un pic à 20 000 spectateurs sur la finale. Quand on compare au grand jeu e-sport classique, c'est très très loin. Mais on en est au tout début, de la même manière qu'il y a 20 ans, on en était au tout début de l'e-sport aussi. C'est frémissant, ça démarre. Pour autant, c'est compatible puisqu'il y a des jeux qui se prêtent à la compétition, des joueurs qui jouent. C'est juste que le volume est pas le même, quoi. Voilà, il y a à peine 1% des joueurs, par exemple, sur Steam qui ont des casques de réalité virtuelle pour donner un petit peu une échelle de grandeur. Donc c'est normal que derrière, en termes de compétition, il y a beaucoup moins de joueurs, donc beaucoup moins d'engouement
Et la grosse difficulté qu'il y avait au départ, c'est que rejoindre une arène en ligne sur un jeu de VR, il y avait beaucoup de difficultés parce que déjà les joueurs étaient éclatés dans le monde entier, donc les fuseaux horaires étant pas les mêmes, il y avait déjà pas beaucoup de joueurs. Donc arriver à trouver suffisamment de joueurs pour s'affronter, c'était délicat. Là, c'est en train d'évoluer petit à petit, donc je pense oui, non seulement que c'est compatible, mais que ça peut être un vecteur justement d'évolution de l'e-sport aussi. Alors, c'est très intéressant comme question parce que je pense que le premier effet efficace en fait de nos solutions, c'est ce côté ludique. En fait, ne serait-ce que le fait de voir sur un écran ce que voit la personne dans le casque, de voir le casque même, ça donne envie de s'immerger et de jouer en fait. Et donc, il y a un aspect ludique sans avoir testé, sans avoir vécu l'expérience, il y a déjà une envie de jouer, si vous voulez. Et ça, je pense, c'est ce qui fait l'attrait de la solution. Après, une fois qu'on est dedans, ça dépend vraiment et on parle de game design comme dans un jeu vidéo, mais nous, c'est un game design pour l'apprentissage, mais c'est vraiment la façon dont on va concevoir le contenu qui rend la solution totalement ludique ou ludique et pédagogique. On n'enlève jamais dans l'apprentissage, on n'enlève jamais le côté ludique parce que c'est quand on parle du plaisir d'apprendre, hein, c'est ça en fait. Hein, on veut donner à l'apprenant, à la personne qui se trouve dans le casque, l'envie de découvrir le métier. Donc il y a un côté ludique important dans la formation. On ne peut pas faire une formation en réalité virtuelle totalement linéaire, je veux dire, monotone, etc. Il y a forcément, ne serait-ce que par le fait qu'on peut toucher à tout, qu'on peut faire n'importe quoi, un côté ludique. On a envie de tout faire tomber, on a envie de tout tester, parce qu'on sait que c'est pas dangereux. Donc, je pense que c'est ça qui fait aussi que les personnes apprennent mieux, parce elles font en permanence, plutôt que de regarder faire ou d'écouter. Elles sont vraiment dans l'action. Et c'est en permanence assez ludique. Alors, après, ce qui est important, la différence entre un jeu vidéo et nos solutions, c'est que à partir d'un moment, on rentre dans quelque chose, et je pense qu'on le ressent quand on est dans la simulation, on rentre dans un apprentissage. Donc, ça devient plus sérieux, c'est sanctionnant, on ne réussit pas, il faut qu'on refasse, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi on n'a pas réussi. Donc, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, on n'arrive pas à passer un niveau, on le refait. Mais là, il y a vraiment un niveau supplémentaire où il faut comprendre le lien entre ce qu'on est en train de faire et le métier qu'on va apprendre. Donc, c'est le rôle un peu de nos simulations, de vous pousser petit à petit vers une forme de professionnalisme et vous aider à vous approcher du métier. Alors, en premier lieu, on imagine d'abord développer la pratique sportive amateur, donc avoir une audience large et découvrir des jeunes talents. C'est-à-dire qu'on pense que déjà les sportifs de haut niveau de demain sont les sportifs amateurs d'aujourd'hui, et on essaie d'attaquer une base assez jeune aujourd'hui d'adolescents qui vont se mettre en capacité d'aller battre les Japonais d'ici 2024. Voilà, donc on commence pour l'instant par la pratique amateur, on pense que c'est la base, que c'est important, on passe par les clubs, et on développera un réseau et une ligue professionnelle dans un deuxième temps. Je pense que la VR en général va suivre un chemin comparable à effectivement l'évolution des jeux vidéo avec d'abord l'arcade et ensuite le salon pour les raisons que vous avez évoquées, hein, c'est-à-dire au départ le manque de jeux, le matériel un peu cher. Ça a très très vite évolué en 3 ans. On le voit avec l'arrivée de l'Oculus Quest 2 qui est très abordable et qui ne nécessite pas d'avoir un PC derrière. Donc pour démocratiser la réalité virtuelle, c'est un outil qui va avoir beaucoup de succès. Les casques ont baissé en termes de tarifs. Maintenant, il y a des AAA comme Half-Life Alyx qui a fait vraiment de la tête de proue, hein, qui sont arrivés sur les casques PC haut de gamme qui sont aussi qui deviennent abordables. Hein. On voit le HP Reverb 2, il coûte 600 € et c'est un matériel d'une qualité extraordinaire.
Donc il y a des triple A en annonce qui vont faire les locomotives, mais il y a surtout aussi beaucoup d'excellents jeux qui ne sont pas des triple A et qui sortent de plus en plus. Donc c'est un marché qui ne croît pas du tout aussi vite que ce que les prédictions initiales, comme souvent s'affolent un petit peu. C'est pas parti comme tout le monde l'espérait, mais par contre il y a une croissance qui est importante de 20% quand même, c'est pas négligeable. Donc on n'est pas sur le phénomène des écrans 3D comme beaucoup se plaît à le dire, non pas du tout. Il y a un vrai public, ça se développe moins vite que prévu, mais par contre ça se développe. Et pour ce qui est par contre de la volonté de Bigger Inside, elle était plus notre volonté de s'inscrire sur le long terme et la durée. Parce que je pense qu'on est dans un état d'esprit qui est aussi une évolution qu'on voit dans l'e-sport classique. C'est-à-dire que pour moi, enfin pour nous en tout cas depuis longtemps, on était conscient que le cliché des gens qui aiment l'e-sport sont des geeks enfermés chez eux, ils veulent pas voir d'autres personnes. Ben, clairement oui, c'est un cliché. On voit que les gens qui aiment le jeu vidéo, tout comme tout autre passionné, dès qu'ils ont l'occasion de se retrouver pour échanger autour de leur passion, ils le font en physique. D'où le succès des gros événements e-sportifs, les grosses finales se font dans des stades avec des milliers de personnes. Alors que clairement, techniquement, c'est pas du tout indispensable. On pourrait s'en passer. Et on voit qu'avec la Covid, ça a manqué à énormément de monde, ces événements-là. Les gens, ok, il y a eu un gros boom du jeu en ligne, mais en attendant, les gens en ont marre d'être en visio, d'être uniquement en ligne, ils ont envie de se voir. Et nous, sur l'état d'esprit de Bigger Inside, on est dans l'idée de créer une nouvelle pratique qui se veut totalement hybride entre le sport classique, on va dans un club pour pratiquer, et l'e-sport parce qu'on amène les éléments du jeu vidéo. Mais en fait, on est dans une évolution qui, j'ai l'impression, est en train aussi de s'amorcer dans l'e-sport, puisqu'il y a de plus en plus de lieux dédiés, de lieux physiques dédiés à l'e-sport pour la pratique. Et nous, vraiment, on ne se voit pas comme un intermède, c'est-à-dire en gros une transition avec des gens qui finiraient par utiliser notre jeu à domicile. Non, c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, nous, il est plutôt de créer une pratique qui se joue dans un lieu, des gens qui se retrouvent pour pratiquer ensemble, faire des rencontres, et derrière créer une ligue autour de ce jeu qui va pouvoir se jouer dans le monde entier avec des compétitions, des arènes, etc. Mais sur un modèle qui est vraiment l'hybridation entre le club de sport classique et l'e-sport qui se pratique uniquement à la maison. Voilà, en tout cas, c'est notre vision sur le long terme. Alors oui, c'est clair qu'en France, on a de très belles technologies et des sociétés qui travaillent beaucoup dans ce domaine-là. Euh, alors, il y a un enjeu important, il y a deux verrous technologiques, enfin, pas que technologiques, il y a deux verrous à l'acceptation de ces solutions. Le premier, c'est un verrou technologique, c'est il faut avoir des casques, il faut avoir la solution technologique pour pouvoir vivre l'expérience. Ces technos sont souvent encore un peu chers et pas très intuitives dans la mise en service. Donc, pour une école, par exemple, il faut vraiment que ce soit le plus léger possible et le plus facile à installer. Ça tend à être résolu de plus en plus. Le deuxième verrou, c'est le formateur. Il faut que le formateur il soit moteur et qu'il soit conscient qu'il va révolutionner sa façon d'apprendre et qu'il soit prêt à le faire. Donc, je parle de ces deux verrous parce que le deuxième en particulier est un verrou important en France parce qu'on sait que notre système éducatif est ancien et a de l'expérience et de l'expertise de par cette histoire, mais il est aussi, à cause de ça, je dirais, difficile à révolutionner. Donc, de par cette histoire, en fait, on évolue malheureusement moins vite que d'autres pays. Et les pays où nos solutions sont le plus utilisées, c'est effectivement soit des pays très digitaux, comme les pays nordiques, les États-Unis, voilà, la Corée, etc., soit des pays en voie de développement, comme les pays africains, les pays asiatiques, indiens, voilà, etc., qui, eux, n'ont pas d'a priori, pas de cadre, et qui, du coup, prennent directement la dernière évolution sur le marché. Donc, c'est clair qu'il y a, il y a, il y a peut-être un effort à faire en France de ce côté-là. La situation qu'on vit aujourd'hui avec le Covid a beaucoup ouvert l'esprit, a beaucoup poussé les prescripteurs, les organismes publics aussi à aller dans ce sens-là. Donc, je crois beaucoup que ça va s'accélérer. Mais, encore une fois, voilà, je pense que ce serait dommage qu'en ayant la compétence en France, on la diffuse partout dans le monde et pas en France.
Donc, je pense qu'il y a encore de l'effort à faire auprès des organismes publics et des centres de formation, des écoles, pour leur faire comprendre que voilà, il faut qu'on soit les premiers, puisqu'on a la techno, pourquoi ne pas l'appliquer en premier, quoi.